On a tous déjà vécu ça, non? On commande un truc en ligne, on attend, et toute la communication passe par WhatsApp. Le vendeur nous envoie un message, genre « c'est en route ». Le livreur est censé appeler, et puis, plus rien. Silence radio. Le colis semble s'être volatilisé, et là, la frustration monte. C'est quand même dingue qu'un système qui a l'air si simple, quelques messages quoi, puisse générer un tel chaos. C'est le paradoxe total. En fait, on utilise un outil de discussion pour gérer une opération logistique. C'est ça. C'est un peu comme essayer de construire une maison avec un seul tournevis. Ça ne peut que mal se passer. Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On a sur la table une série de sources assez fascinantes. Ah oui, D'un côté, des textes très courts, des scripts de vidéos qui saisissent vraiment sur le vif cette galère quotidienne de la livraison informelle. C'est presque de l'anthropologie, du colis perdu. j'aime bien l'image. Et de l'autre, on a la présentation très détaillée d'une solution numérique, Kolinoki, qui prétend justement résoudre ce chaos. D'accord. Notre mission, en gros, c'est de plonger dans ce désordre pour comprendre d'où viennent les failles et ensuite de voir si cette fameuse infrastructure digitale est vraiment la solution miracle. Et ce qu'il faut comprendre avant tout, je pense, c'est l'échelle du problème. Le marché de la livraison, en ville ou entre les villes, c'est un truc énorme en Afrique. Ah oui, énorme à quel point? Des milliers, des millions de colis qui bougent chaque jour, des gens en vivent. Et Mhm. pourtant, comme le souligne un de nos documents, tout ce secteur fonctionne à l'instinct. À l'instinct. Oui, sur des accords verbaux, des messages qui se perdent. C'est un géant économique qui avance sans squelette, sans système. D'accord. Alors, décortiquons ce géant sans squelette. Allons-y. Commençons par le début de la chaîne, le vendeur. Dans les scripts, le processus de départ a l'air tout à fait logique. En apparence, oui. Je reçois une commande, j'appelle mon livreur habituel, je lui envoie l'adresse et le contact sur WhatsApp. Facile. Où est-ce que ça coince? Ça coince immédiatement, après le envoyer. C'est-à-dire? Une fois que le message est parti, le vendeur perd quasiment tout contrôle, toute visibilité. L'info est dans le téléphone du livreur, mélangée à 50 autres conversations. D'accord. Qui a le colis? Le livreur. Où est-il? Personne ne sait vraiment. Et si le client se plaint que le prix a changé à l'arrivée, le vendeur est complètement démuni. C'est ça. L'information est envoyée, mais elle n'est pas suivie, pas centralisée. Et là, il y a une idée dans les sources qui m'a vraiment marqué. Laquelle? Elles insistent sur le fait que le problème ne vient pas forcément des gens. Ce n'est pas que les vendeurs sont désorganisés ou que les livreurs sont malhonnêtes. C'est le point central. Ce n'est pas un problème de compétence, mais un problème d'outils. Une des sources le dit de façon très directe. WhatsApp n'a jamais été conçu pour gérer des livraisons. C'est clair. Et elle fait une distinction que je trouve géniale. Une livraison, ce n'est pas une discussion, c'est un système. Ah, c'est intéressant ça. Une discussion, c'est fluide, c'est chaotique. Un système, ça a des étapes, des règles, des responsabilités claires. Sans cette structure, le chaos n'est pas un accident, il est garanti. Donc ça, c'est le cauchemar du vendeur. Mais pour la personne qui attend son colis, j'imagine que c'est encore pire. Ah bah oui, Les textes décrivent une expérience tout aussi frustrante, où le colis disparaît purement et simplement. exactement. Le vendeur dit « c'est en route », mais pour le client, ça ne veut rien dire. Le colis entre dans une sorte de trou noir. Un trou noir, oui. Et ce mot de disparition est intéressant. Le colis ne s'est pas volatilisé, bien sûr. Un des scripts utilise une image très juste. Il est sorti du radar. Sorti du radar. Il n'existe aucun endroit, aucune interface unique où le vendeur, le livreur et le client peuvent voir la même info en temps réel. C'est ça l'absence de source unique de vérité, comme on dit en informatique. On n'a qu'une chaîne de on-dit. C'est ça. Le vendeur dit que le livreur a appelé, le livreur dit qu'il est passé, mais que personne n'a répondu. Sans preuve, sans trace, le colis devient fantôme. Un fantôme, exactement. Il devient un objet de friction et de méfiance entre tout le monde. Parlons d'une autre grosse source de friction, Evelyne, les prix. Les sources sont très claires là-dessus, c'est un conflit permanent. Pourquoi est-ce que pour un même trajet, le prix peut faire le yo-yo? Là encore, les textes nous mettent sur la piste. Ce n'est pas forcément de l'arnaque. Non. C'est la conséquence directe de l'absence de standards. Sans grille tarifaire, chaque course est une négociation. Le livreur va estimer la distance au pif, évaluer le poids à la main, juger de l'urgence. C'est de l'artisanat. De l'artisanat pur. Et comme toute négociation, elle est soumise à l'humeur, au contexte, à la tête du client. Et il y a une phrase dans un de textes qui m'a vraiment frappé. Ça dit « Un prix juste ne se discute pas, il se calcule ».
Ah, ça c'est fort. C'est incroyable, ça change complètement la perspective. On passe d'un conflit humain, d'une négociation, à un simple problème de maths à résoudre. Cette phrase résume tout. Elle acte le besoin de sortir de l'arbitraire pour entrer dans un système basé sur des règles. La standardisation, c'est le fondement de la confiance. Et tout ça nous amène à la question qui tue, celle que pose l'un des derniers scripts. Au final, quand ça dérape, qui est responsable? C'est le trou noir de la responsabilité. Le vendeur se défausse. Moi, j'ai remis le colis, ce n'est plus mon problème. Classique. Le livreur se défend. J'ai fait mon travail, j'ai tenté de livrer. Et le client se retrouve au milieu sans aucun recours. Et comme tout est verbal, Tout est verbal, informel, il n'y a aucune preuve, aucune étape qui a été validée. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. et la conclusion d'un des textes est sans appel. Quand tout est flot, le client est toujours le perdant. C'est une synthèse parfaite de la situation. On voit bien comment tous les problèmes qu'on a listés, le colis invisible, les prix variables, la responsabilité diluée, sont en fait les symptômes d'une seule maladie. L'absence de système. Exactement. Bon, le diagnostic est posé, et il est assez sévère. Alors, comment on en sort? C'est là qu'interviennent nos autres sources qui présentent cette solution Kolinoki. Et d'entrée de jeu, ils utilisent des mots assez forts. Ah oui, On ne parle pas d'une application, mais d'une infrastructure digitale de gestion et de gouvernance. C'est un peu ronflant, non? Ça veut dire quoi concrètement? c'est vrai que ça peut sonner comme du jargon, mais la distinction est cruciale. Une application de livraison, en général, ça met en relation un client et un livreur. C'est un intermédiaire. Voilà. Une infrastructure, comme le décrit la présentation, c'est beaucoup plus ambitieux. Il s'agit de construire les routes, les rails, les panneaux de signalisation de tout l'écosystème. Et ça inclut qui? Les vendeurs, les livreurs, mais aussi les points relais, les paiements, la logistique entre les villes. D'accord. Et la gouvernance dans tout ça? La gouvernance, ce sont les règles du jeu. Qui a le droit de conduire sur ces routes? À quelle vitesse? Comment on gère les accidents? La gouvernance, c'est l'ensemble des règles qui transforment une activité anarchique en un service prévisible. C'est l'anti-chaos. D'accord, je vois mieux. Alors, allons dans le concret. Le calcul du prix, qui était un énorme point de douleur. Comment cette infrastructure s'y attaque? De la manière la plus directe, en l'automatisant. Le prix est calculé selon des critères objectifs. La distance, via une API de cartographie, le poids, le type de service. C'est la mise en pratique de l'idée « un prix se calcule ». Exactement. La machine fixe le prix, tout le monde le voit. Le débat est clos avant même d'avoir commencé. Ok, ça règle un gros problème. Mais quid de l'efficacité et de la responsabilité des livreurs? Comment s'assurer que le colis avance vraiment? C'est là qu'intervient le pilier de la gouvernance, ce que la source appelle l'attribution contrôlée des livraisons. C'est-à-dire? C'est un changement de paradigme. Dans le système informel, c'est souvent la loi de la jungle. Le premier qui répond, ou le moins cher, remporte la course. Ici, non. C'est un administrateur qui attribue chaque livraison selon des règles. Le livreur le plus proche, par exemple. Le plus proche, le plus disponible, celui qui a les meilleures évaluations. Attends, mais cette idée d'attribution contrôlée, ça me questionne. Est-ce que ça ne risque pas de frustrer les livreurs? On leur enlève une partie de leur autonomie, non? C'est une excellente question. La source présente ça sous l'angle de la professionnalisation. Oui, on enlève une part d'autonomie sauvage. Mais Mais on la remplace par de la stabilité et de l'efficacité. Pour le livreur, ça veut dire moins de temps perdu à négocier et un flux de travail plus régulier. d'accord. En plus, les profils des livreurs et des agents sont validés. Ça crée un réseau de confiance. On passe du gars à moto au professionnel certifié, ça change tout en termes de crédibilité. Je vois. C'est un arbitrage. Et là, il y a un truc que je veux être sûr de comprendre. Les sources parlent de la gestion des livraisons entre les villes via des points remets comme d'une innovation majeure. Comment ça marche concrètement sans que le colis se perde à nouveau? C'est un des points les plus structurants. L'interville informelle, c'est souvent une chaîne de rupture non sécurisée. On donne le colis à un chauffeur de bus, qu'il donne à un cousin qui. Le bazar. Bref, le système Kolinoki impose un flux tracé de bout en bout. Le colis part de la ville A, il est scanné à son entrée dans le point relais A. Ok. Ensuite, il est confié à un transporteur partenaire. À l'arrivée dans la ville B, le colis est de nouveau scanné à son entrée dans le point relais B. Et c'est seulement là qu'un livreur local prend le relais. C'est seulement à ce moment-là qu'un livreur de la ville B reçoit une notification pour aller le récupérer et faire le dernier kilomètre. Ah oui, donc chaque transfert est une transaction enregistrée. On ne perd jamais la trace numérique du colis. Exactement. Celui qui maîtrise les points de passage, les relais, maîtrise la fiabilité de toute la chaîne.
C'est une rupture totale avec l'improvisation. Ce qui m'amène à une autre question. Tout ça a l'air très structuré, très carré, mais est-ce que ce n'est pas trop rigide pour les réalités du terrain en Afrique? Je pense aux adresses qui n'existaient pas, aux quartiers sans nom de rue. C'est un point que la présentation aborde de front. L'idée, c'est que l'outil a été conçu pour s'adapter au terrain et non l'inverse. Comment? Au lieu de dépendre d'une adresse postale qui n'existe peut-être pas, le système peut fonctionner avec des coordonnées GPS, des descriptions ou en permettant une communication tracée entre le livreur et le client au moment final. D'accord. Donc l'outil s'adapte au contexte. L'objectif n'est pas d'imposer un standard déconnecté, mais d'apporter de la structure dans le contexte existant. L'ambition semble donc bien plus large que de juste livrer des colis. Quand les sources parlent de devenir une API pour les e-commerce ou une base pour les smart cities, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on revient à l'idée d'infrastructure. Une fois que ces rails numériques sont posés, n'importe qui peut les utiliser. Comme un site de e-commerce? Exactement. Il n'a plus besoin de bricoler sa propre logistique, il peut se brancher sur l'API de Kolinoki. Pour une municipalité, les données sur les flux de colis peuvent devenir une mine d'or pour comprendre l'économie réelle de la ville. Le colis n'est qu'un prétexte, en fait. C'est la première application pour bâtir quelque chose de beaucoup plus fondamental. Alors, si on récapitule les avantages pour un vendeur, concrètement, ça change quoi au quotidien? Pour les vendeurs, les sources listent des bénéfices très directs. Beaucoup moins de temps et de stress, J'imagine. moins de colis perdus, donc moins de pertes financières, et au final, une image bien plus professionnelle. Et pour les livreurs, au-delà de la professionnalisation dont on a parlé. Un cadre de travail plus juste et plus sûr, fini les engueulades sur le prix, fini la concurrence déloyale, ils font partie d'un réseau, ce qui leur donne plus de poids. C'est la différence entre être un électron libre et un maillon valorisé. Tout à fait. Et si on prend encore plus de hauteur, pour l'économie locale, quel est l'impact de formaliser tout ça? Il est potentiellement énorme. D'abord, on rend visible ce qui était invisible. On peut enfin mesurer les flux de marchandises. C'est une donnée économique d'une valeur inestimable. Pour les investisseurs, par exemple? Ou les pouvoirs publics. Ensuite, on formalise des emplois, on crée des standards de qualité, on transforme une économie de la débrouille en une industrie de services. On revient à cette idée forte d'un des premiers scripts. Celui qui organise la chaîne contrôle l'infrastructure. Pas seulement les colis, l'infrastructure. Le parcours est assez limpide. On est parti d'une frustration très personnelle, presque banale, Le colis qui n'arrive pas. pour arriver à la vision d'un système qui pourrait restructurer une partie de l'économie. Tout à fait. Et je pense que la véritable innovation, si on doit la résumer, n'est pas tant dans la technologie elle-même. Non, Des applis de géolocalisation, ça existe. L'innovation, c'est d'avoir compris que le vrai problème était un manque de gouvernance et d'utiliser la technologie pour imposer cette gouvernance à grande échelle. c'est le passage de l'improvisation à la systématisation. Voilà, c'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une dernière question, une piste de réflexion. On a vu ce modèle appliqué à la livraison de colis. Mais si on prenait du recul, ce schéma qui consiste à appliquer une infrastructure digitale et une gouvernance claire pour structurer un secteur informel, à quel autre domaine est-ce que ça pourrait s'appliquer? C'est une très bonne question. Quels autres services essentiels de notre quotidien qui fonctionnent aujourd'hui sur l'improvisation pourraient être complètement transformés par une approche similaire?